Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Quelles sont les leçons à tirer des tirs commis lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche? Décryptage et point de vue dans un instant de Romuald Sciorra, directeur. Il est le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Il vit aux États-Unis et on partage ensemble un point de vue, c'est que la bêtise est de tous les bords. Dans cette émission aussi, le combat et le témoignage, un témoignage inédit, celui donc d'un combat, celui d'un père. Il s'appelle Thierry Vasselet. Son fils a été assassiné en marge des festivités de la victoire du PSG en Champions League l'an dernier. Il réclame justice à hauteur du crime commis. L'auteur présumé était mineur mais visé par une notice rouge d'Interpol. Et puis, nous aurons le plaisir de recevoir Mathieu Bock-Côté. Il se livre comme jamais dans un exercice et dans un dialogue servi par des questions très profondes et de très haute tenue. Notre confrère de Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieux, bienvenue dans Point de vue. Bonjour Romuald Sciorra. Bonjour. Avez-vous été étonné par ce qui s'est passé samedi à Washington? Non. L'Amérique est polarisée comme elle ne l'a pas été depuis les années 1850, la décennie qui a précédé la guerre civile, la guerre de sécession. Alors attention, je ne dis pas qu'il y aura une guerre civile aux États-Unis, je ne crois pas au scénario d'une guerre civile de grande ampleur. Mais néanmoins, l'Amérique est fragilisée, divisée, et de façon récurrente, nous assistons de plus en plus à des tentatives d'assassinat à l'encontre de Donald Trump ou de dirigeants politiques de tous bords d'ailleurs, par des individus qui, cette fois-ci, ne sont pas des déséquilibrés au sens classique. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme la personne qui avait voulu tuer Ronald Reagan pour impressionner l'actrice Jodie Foster. Non, ce sont des citoyens lambda. Si on prend le profil, pour ce que l'on connaît pour l'instant, du potentiel tueur de samedi dernier, un homme intégré dans sa communauté, prof, qui avait d'ailleurs été élu le meilleur prof du mois par l'établissement dans lequel il travaille. Bref, un homme qui n'a pas l'air d'avoir des antécédents psychiatriques lourds, tout simplement un citoyen lambda qui a pris les armes parce qu'il juge que le chef de l'État est un dictateur ou tout ce que vous voulez. Vous pensez que Donald Trump, je pose la question simplement, mais que Donald Trump était la cible? C'est d'après le manifeste, pour l'instant, donc du tireur présumé, pour l'instant, le nom de Trump n'apparaît pas. Non, mais si ce n'est pas Trump, c'était son administration. Donc dans tous les des hauts dirigeants. Voilà, dans tous les cas de figure, cette personne a donc pris les armes. Une fois encore, comme je le dis, un citoyen lambda qui prend les armes pour assassiner le dirigeant ou certains des dirigeants d'un régime qu'il juge critiquable. Aujourd'hui, potentiellement un démocrate contre les républicains. Demain, peut-être un républicain contre un démocrate. C'est ce qui m'inquiète, cette façon récurrente de voir des citoyens lambda prendre les armes. Est-ce que vous n'y voyez pas aussi quelque chose de très profond en Amérique, aux États-Unis, cette volonté aussi de s'en prendre à des dirigeants de l'État fédéral? C'est pas pour relativiser l'acte, c'est pas pour en enlever ou en édulcorer la potentielle dimension politique, mais est-ce que c'est pas une figure finalement très américaine aussi de s'en prendre justement aux représentants de l'État? Il est venu loin de Californie et tirer justement sur les représentants, les dirigeants de l'État fédéral de Washington. Oui, vous avez raison, c'est un petit peu une tradition aux États-Unis. L'assassinat politique est également quelque chose de récurrent à travers l'histoire américaine. Nous avons quand même 4 présidents qui ont été victimes d'assassinats. Là, la chose est un petit peu différente. Alors oui, vous avez également raison sur le fait qu'il y a bien souvent une détestation de l'État fédéral et beaucoup d'États-Uniens voient l'État fédéral comme une sorte de monstre vampirisant leurs revenus ou octroyant la liberté, prévenant la liberté des États. Là, cela me semble un petit peu différent. Cette personne, d'après ce que l'on sait pour l'instant, ne me paraît pas être un anti-fédéraliste forcené, un indépendantiste pour tel ou tel État. Cela me semble plutôt, il me semble plutôt que nous avons affaire à un citoyen qui, pour des raisons qui restent encore à être expliquées, voulait s'en prendre à un régime qu'il juge corrompu, dictatorial ou ce genre de choses.
Vous dites, ça traduit, selon vous, très clairement, une montée de la violence et de la polarisation aux États-Unis? Oui, bien évidemment. Les États-Unis connaissent une période particulièrement difficile. L'État fédéral dont nous parlons est lui-même entré dans un processus de déliquescence. Les États-Unis en général ne vont pas bien. Système de l'éducation le plus inégalitaire de l'ensemble des pays de l'OCDE, quand même, nous en sommes là. Crise de l'emploi. On parle très souvent des emplois qui sont créés chaque mois, mais voyons les choses telles qu'elles sont. 80% de ces emplois sont des emplois qui seraient refusés par des Canadiens ou des Européens. 10-12 heures de travail par jour, un jour de congé par semaine. Pas de congés payés, pas d'assurance, évidemment. Le système de santé, je n'en parle pas. Plus de 32 millions d'Américains n'ont aucune assurance santé. 15 autres millions vont les rejoindre d'ici la fin de l'année. À titre personnel, je paye $2000 d'assurance santé par mois. Je ne sais pas si vous imaginez. Ensuite, infrastructures délabrées, voire en ruine dans de nombreux États. Et un coût de la vie excessif. Quand vous parlez de $2000, parenthèse, juste pour l'anecdote, $2000 de frais de santé par mois, finalement, c'est votre premier poste de dépense, j'imagine. C'est l'un de mes premiers postes des dépenses avec le loyer. Ce que souvent, à titre d'exemple et très brièvement, pour expliquer la dureté de la vie, la cherté de la vie aux États-Unis, je prends l'exemple d'un couple de la classe moyenne vivant à New York. Chacun gagne $4000 par mois, un salaire convenable dans la ville de New York. Donc $8000, le couple gagne $8000. Une fois les impôts retirés, ça leur fait $6500 par mois. Si ce couple a 2 enfants et qu'ils n'ont pas une assurance payée par leur employeur, il leur faut donc une sorte d'assurance familiale. Imaginons qu'ils trouvent vraiment un bon deal, qu'il n'y ait pas de petits problèmes médicaux comme je peux en avoir, donc $1500 s'ils ont de la chance, d'assurance par mois. Donc il leur reste maintenant $5000. Ils veulent un appartement convenable, pas un palace, un appartement convenable avec une chambre unique pour les enfants, ils n'ont pas les moyens d'avoir 2 chambres pour les enfants, une chambre pour le couple et un petit living room. S'ils veulent être dans un quartier, non pas un quartier huppé de Manhattan, mais un quartier convenable de Queens ou de Brooklyn, des quartiers un peu plus populaires, il faut compter, s'ils ont beaucoup de chance, $3500. Donc c'est déjà, on en était à $5000, il leur reste donc plus que $1500 pour vivre par mois. Selon toutes les études, pour un couple uniquement, il faut débourser $1500 pour se nourrir à New York. Donc quid des enfants, ils ne sont donc pas nourris, je plaisante, mais il y a déjà un trou de $500, et c'est sans parler le remboursement du prêt pour la voiture, l'électricité, les téléphones portables, etc. Donc même un couple de la classe moyenne, payé convenablement, ne peut pas s'en sortir. Donc imaginez les petites classes moyennes et les classes paupérisées. Je reviens au profil du tireur. Est-on en présence de profils comparables au tireur de Mar-a-Lago ou bien du fameux meeting de Butler de juillet 2024 ou de l'assassin de Charlie Kirk? Oui, et c'est ce qui m'inquiète grandement. Comme je vous le disais tout à l'heure, petite parenthèse, je préférerais avoir face à moi un groupe terroriste ou un groupe de l'extrême droite radicale ou de la gauche radicale. Comme on dit aux États-Unis, ça ferait sens. Là, et ça serait plus rassurant, je dirais. Là, on parle de loups solitaires, on parle d'individus, non pas spécialement radicalisés, mais qui, pour une raison X ou Y, jugent que tel activiste, Charlie Kirk, que tel chef d'État, Donald Trump, que tel politique doit mourir pour le bien du pays. Vous savez, beaucoup de ces personnes se réfugient derrière le second amendement. On connaît très peu vraiment le sens du second amendement en France. On s'imagine que c'est le droit de porter des armes. Oui, on s'imagine aussi qu'il a été créé pour permettre, dans un temps où il n'y avait pas de police, aux États-Unis de pouvoir se regrouper en milices pour se protéger. Oui, c'est vrai. Mais la cause première de la décision de créer ce second amendement a été très simple. Permettre à tout citoyen américain de posséder des armes pour se révolter contre un tyran potentiel qui prendrait le pouvoir aux États-Unis. Donc là, en l'occurrence, les personnes dont nous parlons pensent que Trump est ce tyran. Très bien, ils n'ont pas totalement tort, c'est quand même un président autoritaire. Mais demain, cela pourra être un républicain qui pensera que tel démocrate mérite d'être flingué. Donc c'est très très dangereux. Et donc, pour conclure là-dessus, ce qui m'inquiète, c'est de voir de plus en plus de personnes qui ne me semblent pas être déséquilibrées mentalement prendre les armes et se justifiant derrière le fait que la personne qu'ils veulent flinguer ne mérite pas de gouverner le pays. Il est autoritaire, mais enfin, pour l'instant, dans le cadre du droit. Même s'il a tendance parfois à contester les règles. Oui. Enfin, il reste autoritaire dans le cadre du droit. Pour l'instant, mais effectivement, on ne peut pas parler de tyrannie ni de dictature aux États-Unis alors qu'il est. Il n'y a pas de lien pour l'instant avec la guerre en Iran?
Visiblement, en ce qui concerne l'attaque de samedi soir, d'après les informations que j'ai, pas vraiment. La guerre en Iran, par contre, touche la popularité de Trump. Non, mais ça, c'est une question. On va y revenir. Mais pour l'instant, enfin, visiblement, frappant, c'est-à-dire que c'est pas cette intervention. En tout cas, cette intervention-là n'a été invoquée ni de près ni de loin par les tireurs et les tireurs présumés, ni par les commentaires immédiats. Non, ni par les proches du tireur qui nous auraient fait connaître ses doutes quant à cette guerre. Non, je ne pense pas que c'est la moindre implication dans l'action à laquelle nous avons auquel nous avons assisté samedi. Alors, Romuald Siora, Donald Trump a réagi dans les heures qui ont suivi ce dîner. Il a même voulu... Alors, Donald Trump, on va peut-être l'entendre dans un instant. Juste une question, peut-être, avant. Donald Trump peut-il, comme on l'a entendu tout le week-end, en tirer des gains ? Bien évidemment. Écoutez, Donald Trump, souvent, en France, on prend un peu nos désirs pour des réalités. Et bien souvent, mes collègues et mes amis disent « ça y est, Donald Trump est à terre ». Ça fait 10 ans qu'on annonce la mort de Donald Trump, il est toujours là. C'est quand il est à terre, d'ailleurs, dans ces cas-là, que justement, il atteint des sommets de popularité. Mais là, néanmoins, il faut quand même admettre que Trump n'avait jamais été autant fragilisé qu'il ne l'était. Et je parle au passé, il y a encore quelques jours. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, sa base MAGA, qui est son obsession, son socle électoral, les personnes qui l'ont suivi le 6 janvier 2021 lors de l'assaut contre le Congrès dont il pourrait avoir besoin dans des circonstances similaires, a commencé à se détacher progressivement de lui, tout simplement. Trump est un homme qui s'est fait élire sur la promesse de ne pas entraîner le pays dans une de ces guerres style Irak-Afghanistan, à l'encontre desquelles les Américains sont vaccinés, et le voilà qui nous entraîne, nous autres Américains, dans une guerre sans objectif clair. Donc une grande partie de son électorat, la nation MAGA, qui est absolument exactement, qui est isolationniste, s'est senti trahi. En parallèle de cela, l'inflation qui remonte, le coût de la vie, on en a parlé. Donc on a vu sa base MAGA fébrile et commencer à se détourner du président. Toujours en parallèle, un président de plus en plus marginalisé par ses propres collaborateurs, la Maison-Blanche, le vice-président, Suzy Wild, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, qui tente avec cette guerre en Iran à laquelle ils étaient farouchement opposés, de plus en plus de marginaliser le président et qui n'ont pas peur de le contredire publiquement. Bref, des élections qui s'annoncent perdues, un Donald Trump fragilisé, et là, effectivement, une occasion en or pour rebondir. Voilà, justement, Donald Trump, on le disait, donc a réagi dans les heures qui ont suivi très rapidement. Il voulait même maintenir le dîner des correspondants. Il s'est exprimé donc à cette occasion, et puis il est revenu ces dernières heures sur ce qui s'est passé. Extrait de son interview à 60 Minutes. How worried were you that there were going to be injuries? I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world. Comment vous décryptez et vous interprétez la réaction de Trump? On a entendu dans certains commentaires notamment qu'il était pour le coup étonnamment calme et presque apaisant. Vous avez entendu cette voix douce, apaisante, celle d'un chef d'État modéré, d'un père de la nation. Donald Trump a, selon moi, beaucoup de défauts. Je suis farouchement opposé à sa politique, mais il y a une chose qu'il faut quand même lui rendre, c'est un génie de la communication. Et c'est un animal politique sans pareil dans l'histoire américaine. Le Trump fragilisé dont nous parlions il y a quelques instants a parfaitement compris la chance, le cadeau qu'il venait de lui tomber du ciel samedi soir. L'homme qui avait déjà survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, l'homme qui s'était redressé alors qu'une balle avait véritablement frôlé son crâne, aujourd'hui, pour son électorat, pour de très nombreux Américains, est une fois encore l'élu de Dieu, si je puis dire, l'homme qui survit à toute tentative de meurtre. En parallèle de cela, il s'est lui-même représenté comme un fighter. Il a été très clair, que ce soit la guerre en Iran, exactement. De Butler où il est exactement. Fight. Exactement, comme il l'a dit hier, rien ne m'arrêtera, ni les Iraniens, ni ceci, ni la gauche, ni cela. Donc, il a trouvé une opportunité de redynamiser
son électorat, de redynamiser les différents courants religieux de toujours son électorat, qui donc voit toujours en lui cet élu, cet homme protégé par la Providence, et il sait très bien qu'il va gagner quelques points de popularité, mais surtout son entourage politique dont je parlais tout à l'heure, J.D. Vance, qui est déjà sur les starting blocks pour 2028, la secrétaire générale à la Maison-Blanche, Suzy Wiles, la femme la plus puissante au monde selon Trump, il n'a pas tort, qui commençait à le contredire publiquement, les sénateurs républicains qui commençaient à gronder. Bref, toutes ces personnes, aujourd'hui, après cette nouvelle tentative d'attentat, ne peuvent que démontrer pour l'opinion publique leur loyauté à Trump. Donc c'est un coup gagnant pour lui. Maintenant, reste à voir comment il va le faire fructifier au cours des prochains jours, prochaines semaines. Quelles sont les réactions aux États-Unis par rapport à ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a frappé? Écoutez, bon, là je ne suis pas aux États-Unis, qui étaient les États-Unis il y a 15 jours, pour être parmi vous en France, mais d'après Vous avez regardé le web. Oui, écoutez, je vais rien vous cacher, je vais rien vous cacher, j'habite dans le seul quartier MAGA de New York. Pour un homme de gauche, c'est un petit peu étrange, mais ce sont des gens charmants, et donc pour prendre le pouls de la population MAGA, c'est excellent. J'ai même eu droit à un grand portrait de Trump de ma propriétaire sur le building dans lequel j'habite. Bref, peu importe. D'après ce que mon épouse m'a confié, c'est que ma propriétaire était en larmes. Il y a eu un choc, mais qui dépasse, j'ose l'espérer, les MAGA et les Républicains. On parle quand même de notre président. Bien sûr, je n'ai pas voté pour lui, mais c'est quand même la 3e fois qu'on essaye d'abattre comme un chien cet homme. C'est quand même révélateur d'où nous en sommes arrivés. Donc, pour répondre clairement à votre question, je dirais une grande tristesse, me semble-t-il, et un choc. Est-ce que, justement, votre réaction d'homme de gauche peut être partagée par d'autres hommes et femmes de gauche, notamment à New York, qui est une ville particulièrement progressiste, anti-Trump, ou bien dans la classe moyenne américaine? J'ose l'espérer, mais la radicalisation, la polarisation est tellement forte que je ne serais pas si optimiste que cela. Un récent sondage, m'a-t-on dit, nous dit que 27%, c'est énorme, des démocrates jugent que la violence peut être légitime en politique. Y a-t-il eu des condamnations précisément côté démocrate? Alors qu'il est, oui, je crois, je vous avouerai que je n'ai pas suivi les réactions côté démocrate. De toute façon, ils sont déjà... Barack Obama, par exemple, a condamné, voilà. Mais sans nommer Trump. Non, sans nommer Trump, et de toute façon, les démocrates, j'ai ma carte du Parti démocrate, mais c'est quand même un parti où il y a beaucoup de médiocrité et assez aphone sur la scène nationale depuis plus d'un an. Je n'ai pas vu beaucoup de réactions, et pour rebondir sur ce que vous disiez, je crains que dû à cette polarisation, beaucoup d'élus ou d'intellectuels, entre guillemets, démocrates, n'osent pas dire ce que je viens de vous dire, qu'on vient quand même d'attenter à la vie de notre président. C'est quand même tragique pour le pays, n'osent pas le dire parce que lorsqu'ils sont en politique ou lorsqu'ils sont activistes et engagés, ils ont tout simplement peur de voir les personnes qui les suivent les attaquer sur les réseaux sociaux en disant « Mais alors, tu travailles pour les Républicains, nous voulons tous la chute de Trump, s'il meurt demain, quel gain pour l'Amérique ?» Réponse rapide, Romuald Sciorra. Première question, est-ce que Trump se propose donc de faire un nouveau dîner avec les correspondants? Est-ce que vous notez une inflexion, en tous les cas de part et d'autre, entre Trump et ce qu'il appelait les fake news médias, de part et d'autre? Et est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation entre Trump et les médias? Non, il n'y en aura pas. Trump attaque les médias sans cesse, ainsi que la liberté d'expression. Par contre, quel coup de génie de sa part. Il va maintenant, lorsque ce dîner va avoir lieu, se présenter donc comme le survivant, et l'ensemble de la presse américaine qui le décrit et l'attaque chaque jour qui passe n'aura pas d'autre choix que de se lever et de l'acclamer. Deuxième et dernière question, faut-il s'attendre à d'autres violences, surtout dans la perspective des midterms? Oui, bien évidemment, et surtout de la présidentielle de 2028. Je crains que la polarisation s'accentue. Et des répliques violentes côté républicain? Oui, bien évidemment. Côté MAGA? Bien évidemment, je ne crois pas au scénario d'une guerre civile, mais des violences sporadiques dans certains États, oui. Merci beaucoup Romuald Sciorra, c'était passionnant de vous entendre. Parmi vos nombreux ouvrages, je signale tous les ouvrages, et je les recommande, et je signale L'Amérique éclatée, c'est précisément la thèse que vous nous avez encore illustrée à l'instant. C'est aux éditions Duno, et puis votre tout dernier, America 250, c'est une histoire graphique des États-Unis. On est au tome 1, né Exactement. Dans le sang, et c'est aux éditions Point Nemo, bien sûr, on le recommande. Merci beaucoup Romuald Sciorra. C'était il y a bientôt un an, c'était la liesse. Le PSG venait de remporter la Champions League. Plusieurs villes fêtaient l'exploit du club de la capitale. Et notamment, on fêtait cette performance à Dax.
Benoît Vasselet était dans les rues, il avait 17 ans ce 31 mai 2025 quand il a reçu plusieurs coups de couteau mortels au thorax. L'auteur des faits, lui aussi, était mineur, mais pour le père de la victime, il doit être jugé comme un majeur. Augustin Moriot et Timothée Delem l'ont rencontré chez lui, ils nous racontent la suite. On est aujourd'hui à Dax pour une interview un petit peu particulière avec un homme endeuillé depuis près d'1 an avec le décès, l'assassinat de son fils Benoît qui avait 17 ans au moment des faits, qui a été poignardé à mort dans les rues de Dax le 31 mai 2025. Il avait 17 ans au moment des faits. Benoît, Thierry Vasselet, bonjour, merci de nous accueillir chez vous ici, où vivez d'ailleurs Benoît. Ça fait maintenant donc près d'1 an que vous êtes endeuillé par ce terrible drame et vous avez décidé de prendre la parole, d'accepter en tous les cas de répondre à nos sollicitations médiatiques. Pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé maintenant près d'1 an après les faits de répondre à nos questions et qu'est-ce qui aujourd'hui vous anime ? Eh bien, tout à fait. J'ai pris le temps parce que le procès approche et je souhaite que j'ai très peu d'infos. C'est vraiment, elles arrivent au compte-gouttes. On est obligé de relancer régulièrement l'avocat. La juge d'instruction, on n'a rien du tout. Elle devait nous revoir 6 mois après. Elle nous a vu début octobre et pour l'instant, on n'a toujours rien. Et donc, je souhaite que cet assassin, ce mineur, soit jugé comme un majeur et qu'il prenne 30 ans incompressible. C'est mon objectif, voilà. Avec effectivement donc l'assassin présumé, l'enquête est en cours et le procès permettra de mettre peut-être un terme en tous les cas à cette affaire, en tous les cas à cette enquête, avec un homme donc qui avait 16 ans au moment des faits, votre fils en avait 17, on parle de mineurs et vous, votre combat aujourd'hui, c'est que l'assassin présumé soit jugé comme un majeur, c'est cela, pour qu'évidemment la peine ensuite puisse être suffisamment lourde. C'est ça aujourd'hui votre combat et votre crainte également, celle d'une justice trop laxive ? Tout à fait, une justice trop laxiste, effectivement, depuis 50 ans, qui sont vraiment à la dérive, et les politiques également qui ne votent pas les lois adaptées à notre société d'aujourd'hui, concernant les mineurs, qui est de plus en plus violente et meurtrière. Donc c'est un peu ça mon combat, effectivement. Si j'en avais la possibilité, je souhaiterais qu'ils prennent une prison à vie, jusqu'à la fin de ses jours, qu'ils ne revoient pas la lumière, comme aux États-Unis, mais malheureusement, la Cour européenne des droits de l'homme l'interdit, et c'est bien dommage. Et effectivement, je souhaite qu'il reste en prison, parce que c'est un jeune dangereux qui a 16 ans et qui est déjà multirécidiviste, connu par la police pour 5 délits en 2024 et toujours pas jugé et condamné aujourd'hui. Et on sent évidemment cette colère qui est la vôtre. Ça s'est passé dans les rues de Dax, donc avec cet homme effectivement qui a poignardé votre fils. On ira tout à l'heure sur les lieux du drame. L'homme donc Selman R, encore une fois, qui avait 16 ans et qui s'est de lui-même rendu au commissariat de Bordeaux une dizaine de jours après les faits. On parle d'un homme de nationalité française qui était né au Puy-en-Velay et qui donc est aujourd'hui en détention provisoire. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez envie de dire, d'abord, à cet assassin présumé ? Mais j'ai envie de dire qu'en fin de compte, c'est en parlant avec des mots qui portent, c'est un raté de la vie, voilà. Puis la responsabilité est aussi des parents, car c'est une famille de racailles et de criminels, tous. Donc je pense que ce jeune-là ne devrait même pas être sur terre, il ne mérite pas de vivre, parce qu'il enlève la vie de jeunes innocents, comme Benoît et tant d'autres, car ce n'est pas le seul à assassiner comme ça gratuitement. Donc j'espère juste qu'ils prennent le maximum. Voilà. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Bayonne. Elle est en cours avec ce procès dans quelques mois, on l'a dit. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui, effectivement, de cet homme, donc cet assassin présumé, qui est aujourd'hui en détention provisoire ? Pour le moment, donc pour multirécidiviste déjà, connu par la police pour 5 délits, qui est donc trafic de stupéfiants, port d'armes, conduite sans permis, refus d'obtempérer et vol en bande organisée. Donc 5 délits et toujours pas jugé condamné aujourd'hui, alors que les faits ont eu lieu en 2024. Donc ça, c'est les éléments que j'ai eus par mon avocat. Et ensuite, pour le moment, je n'ai pas de suite concernant ce jeune. On a très peu d'éléments de la part de l'avocat et de la juge d'instruction. On est un petit peu abandonné, je dirais. Voilà. On va revenir également sur les circonstances de ce drame. Tout a en réalité commencé ici, en tout cas pour cette soirée dramatique. Vous étiez en train de regarder, je crois, un match de football parce que c'était la finale de la Ligue des Champions ce soir-là. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Eh bien, écoutez, j'ai regardé la première mi-temps avec Benoît. Au départ, il ne devait pas sortir. C'était pas prévu. Donc, qui l'a fait venir, si c'est un ami ou si c'est un complice de l'assassin, on ne sait pas. L'enquête est toujours en cours. L'analyse des téléphones aussi. Les réseaux sociaux aussi, également. Donc, pour l'instant, on attend. Et ce qui est sûr, c'est que la première mi-temps s'est très bien déroulée. On a passé un très bon moment avec Benoît. Et ensuite, il s'est préparé pendant la mi-temps pour rejoindre ses amis à la Fontaine Chaude dès que la deuxième mi-temps avait repris. Dans le centre-ville de Dax, est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui a poussé l'assassin présumé à s'en prendre à votre fils? Eh bien, pour le moment, je ne sais pas du tout ce qui l'a poussé à commettre cet acte pardon, d'un être méprisable. Ce qui est sûr, c'est que quand il arrive à Dax, il avait dit que 6 mois avant qu'il allait commettre une dinguerie pour que tout le monde sache qui il est. Et la veille à la plage, quand il a rencontré Benoît, alors que Benoît lui a récupéré sa casquette, il lui a dit qu'il n'allait pas lui niquer sa journée aujourd'hui, mais qu'il le reverrait demain. Qu'est-ce que c'est justement que cette histoire de casquette? En fait, cet homme avait volé la casquette de votre fils quelques jours auparavant et votre fils entendait la récupérer. C'est ça qui s'est passé? Tout à fait, oui. Il lui a donc volé sa casquette le lundi et Benoît donc abandonné un petit peu parce que ce jour-là, il y avait plusieurs copains de l'assassin, donc Benoît ne faisait pas le poids, il a dû s'échapper en courant. Pardon. Et ses amis l'ont suggéré, vraiment conseillé de laisser tomber parce que c'est une racaille et c'est un délinquant qui ne vaut rien, voilà, qui est un lâche, et de laisser tomber. Benoît a laissé tomber, effectivement, il a écouté les conseils de ses amis, sauf qu'entre-temps, il l'a rencontré de nouveau le vendredi à la plage Osgore, la veille de l'assassinat. Alors on sent que Benoît évidemment est encore très présent ici dans votre vie, au cœur de votre domicile d'ailleurs, parce que c'est vrai que vous nous accueillez aujourd'hui chez vous et on voit bien que depuis maintenant, vous me disiez depuis plusieurs mois, depuis presque le moment de ce drame, eh bien, il y a notamment cette photo ici de Benoît. Il y a également ce t-shirt que vous portiez lors d'une cérémonie d'hommage le jour où il aurait dû avoir 18 ans, le 6 juin dernier. Évidemment, Benoît, aujourd'hui, vous y pensez tous les jours. Tous les jours, oui, comme la plupart du temps, je dis aux personnes que je rencontre tous les jours, eux, ils ne sont pas concernés, mais nous, on côtoie la mort tous les jours, puisqu'on vit avec. Benoît nous manque énormément. L'assassin a brisé toute la famille de Benoît, proche. Et là, effectivement, on est complètement au fond du seau, et d'où ma colère et la haine que j'ai envers cet assassin et toute la famille. Ce t-shirt, vous pouvez nous en dire un mot? Vous le portiez lors d'une cérémonie d'hommage. C'est un t-shirt d'une ancienne collègue de classe de Benoît qui a mis ce t-shirt-là le jour de l'hommage, à côté des bougies. Un hommage donc le 6 juin dernier, le jour où Benoît aurait dû avoir 18 ans, c'est ça? C'est ça, oui, donc il allait avoir 18 ans. On a fait donc un hommage, il y avait à peu près 600 personnes, et nous avons eu ce t-shirt d'une ancienne collègue de classe de Benoît, qui a donc déposé ce t-shirt sur le lieu du drame, pardon, et qu'on a récupéré à l'issue de l'hommage, avec un joli texte. Et ce texte qui vous a particulièrement touché, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être lire quelques phrases? Oui, alors écoutez, en plus je ne connaissais même pas du tout cette Claudia, une collègue de Benoît, une copine. Aujourd'hui, donc, je tiens à rendre hommage à mon Benoît, à mon camarade de classe, une personne avec qui j'ai partagé bien plus que des cours. Sa présence en classe apportait toujours un brin de bonne humeur, une touche d'humour et souvent un coup de main quand on en avait besoin. Benoît savait écouter, encourager et faire sourire, même dans les journées les plus longues. C'était un vrai camarade au sens noble du mot. Merci pour tous les moments partagés, pour les éclats de rire, les travaux de groupe et cette complicité qui rend les années d'école inoubliables. Tu resteras un beau souvenir de cette étape de ma vie, Benoît. Extrêmement touchant, évidemment, ce mot. Et lors de cette cérémonie d'hommage, vous disiez l'année dernière que vous aviez la haine, oui, contre, évidemment, cet assassin présumé. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez avec cela? Comment est-ce que vous arrivez peut-être à, petit à petit, vous reconstruire malgré tout? Pour le moment, j'ai beaucoup de mal à me reconstruire, donc on est suivis tous les trois par les psychologues et les psychiatres. Avec donc votre épouse et puis la sœur de Benoît. Ma fille, voilà, la sœur de Benoît. J'ai intensifié les séances de sport. Je continue à faire parler de Benoît sur les réseaux sociaux parce qu'on a créé des comptes de réseaux sociaux pour faire connaître notre histoire. Et ma colère est toujours là, elle ne redescend pas. Et je pense exactement les choses que j'ai dit le jour de l'hommage, même si certains pensaient que je disais sous le coup de la colère, je les pense tout le temps. Je le pense toujours aujourd'hui.
Vous allez nous montrer la chambre de Benoît, parce que là aussi, vous disiez tout à l'heure, au fond, rien n'a changé parce que cette chambre, et on va le voir ensemble, elle est encore dans son jus, si j'ose dire. Évidemment, pour le père que vous êtes, c'est très difficile de faire le deuil à ce niveau-là également. Oui, c'est très très dur parce que effectivement, à chaque fois qu'on va à la salle de bain qui se trouve à côté de sa chambre, on a toujours le visuel sur sa chambre. On est obligé d'y aller aussi pour ouvrir le volet et aérer un peu sa chambre. Donc on est obligé d'y entrer et à chaque fois, c'est une douleur à chaque fois permanente. Vous disiez également que vous avez conservé un certain nombre d'objets. En réalité, vous avez conservé toutes ces affaires à Benoît. On va le voir, cette chambre donc, qui c'est vrai est encore totalement dans son jus, si j'ose dire, et on comprend totalement. Tout à fait, dans l'état, on l'a laissé dans l'état où Benoît nous a quittés ce jour-là. On a remis ses vêtements sur le lit, que des fois j'utilise aussi parce que ça me permet que Benoît soit toujours avec moi. Et puis on a laissé son bureau intact, son armoire et toutes ses photos, ses médailles, ses cours scolaires, son sac de scolaire et professionnel. Donc pour l'instant, on n'a pas la force pour le moment de réaménager sa chambre. Pour l'instant, tout est tel quel. Et c'est vrai que on voit cette chambre, on a l'impression que c'est comme s'il l'avait quittée hier en réalité, votre fils. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est un père endeuillé ? C'est très difficile pour sa maman et sa petite sœur et moi-même, parce qu'en fin de compte, pour nous, il est toujours là, mais qu'en fin de compte, il est toujours là, mais le corps terrestre ne l'est plus. Il n'y a plus que son âme et son esprit qui est là, qu'avec nous. Et c'est très, très, très compliqué de vivre, d'aller dans sa chambre régulièrement, même bientôt 11 mois. La douleur ne nous quitte pas. Il y a des objets qui vous touchent tout particulièrement lorsque vous pensez à Benoît ? Oui, toutes ces médailles qu'il avait au judo, puisqu'il a pratiqué le sport, plusieurs sports, et la musique aussi, et quelques photos effectivement de famille. Et puis aussi, c'est un fervent supporter de l'Olympique de Marseille et du Real de Madrid. Donc effectivement, c'est un peu compliqué, mais c'est des bons souvenirs quand on voit ça, parce que c'était un garçon plein de vie, qui aimait la vie, voilà, avec des valeurs. Voilà. Cette photo, c'est Benoît lorsqu'il était jeune ? Oui, il avait 3 ans, ça c'était lors de notre mariage religieux, car nous avons fait le mariage civil en 2007, l'année de sa naissance, il avait 2 mois, et en 2010, nous avons fait le baptême des enfants le matin, avec sa petite sœur Maïva, et le mariage religieux l'après-midi, donc il avait 3 ans, voilà. C'est une très belle photo d'ailleurs, prise au bois de Boulogne de Dax. Voilà. Vous avez gardé toutes ces affaires. Il y a également un élément que vous vouliez nous montrer, je crois, dans son armoire. Oui, effectivement. Et alors, il était très passionné par la gendarmerie, la police et l'armée, tout petit. Et il montait des petits Playmobil, des voitures. Et il l'a laissé tel quel en bas de son armoire quand il était enfant. Et ça, c'était vraiment sa passion. En souvenir. Et puis ces affaires que nous avons laissées dans son armoire aussi, auxquelles nous n'avons pas touché. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui qu'on retienne de Benoît ? C'était un garçon donc bienveillant, courageux, respectueux. En même temps, il était aussi donc honnête et apprécié par tous ceux qui l'ont connu, côtoyé dans le domaine scolaire, professionnel, musical et sportif. Et avec la famille aussi, il était très, très, très apprécié. C'était un garçon très humain, avec des valeurs qui véhiculait et que tous les jeunes d'aujourd'hui devraient avoir, quoi. Donc un bon garçon, quoi. Vraiment un bon état d'esprit. Et vous êtes retourné depuis ce drame sur les lieux de cet assassinat qui est absolument terrible. Vous allez nous y emmener, on va essayer de comprendre comment c'est possible en 2025 de mourir pour un vol de casquette. Donc c'est ici que le drame s'est déroulé, avec cette place de la Fontaine Chaude où Benoît donc était supposé rejoindre ses amis pour regarder la deuxième mi-temps du match. Et donc là on est sur les lieux du drame. Est-ce que vous avez pu refaire le film de ce qui s'est passé exactement ce soir-là pour Benoît ? Eh bien, avec les témoignages effectivement de ses copains et l'enquête, j'ai pu retracer un petit peu donc son parcours de chez nous, interpellé et menacé sous pression de ses complices et de l'assassin qui veut absolument agresser Benoît et l'obliger à se battre. On sait comment ils l'ont retrouvé ?
Aucune idée. Alors, est-ce qu'on sait que est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est un guet-apens? Pour l'instant, on sait que c'est prémédité, mais on ne sait pas qui encore l'a fait venir, si c'est un ami ou un complice de l'assassin. Et ensuite, au lieu de rejoindre ses copains, ses amis au bar du Sophie, il les a jamais rejoints parce qu'il a été pris encerclé par les complices et l'assassin et obligé quasiment de se battre. Et ensuite, il a fini poignardé au mur. Donc je vais vous montrer l'endroit, juste à côté de la Gouttière. Donc là on est sur la rue Sainte-Ursule, c'est une rue, pour bien comprendre, qui est quand même très étroite. Et c'est là qu'il a été pris à partie par l'assassin présumé, avec d'autres complices. C'est ça, tout à fait, pris à partie par d'autres complices, donc l'obligeant presque à se battre, menacé. Et il s'est battu, il avait le dessus, d'après les témoignages de ses amis. Et à ce moment-là, l'assassin a sorti le poignard, il lui a donc mis un coup dans la côte. Et ensuite, Benoît essaie de s'échapper. Il l'a plaqué ici, l'assassin, contre ce mur à côté de cette gouttière, où là, il lui a mis donc les 2 autres coups de couteau, 2 au poumon, 1 au cœur, ce qui fait que ça fait 4 en tout. Après, il est parti, Benoît, il a essayé de s'échapper, on le voit bien sur la vidéo. Et il tombe en arrêt cardiaque devant la grille d'une porte de maison privée. À quelques mètres d'ici. À une trentaine de mètres, voilà. L'assassin, lui, ensuite, s'est enfui. L'assassin, ensuite, lui a récupéré son couteau, on voit bien sur la vidéo. Et ensuite, il rejoint ses complices qui l'exfiltrent de la place de la Fontaine-Chaude à Cuillès, au quartier Cuillès de Dax. Et c'est donc ici que vous aviez organisé un hommage il y a maintenant un an. Vous entendez faire un nouvel hommage avec une plaque commémorative, c'est cela? Tout à fait, j'envisage le samedi 6 juin donc 2026. Le jour de l'anniversaire de Benoît. De Benoît, tout à fait, il aurait 19 ans cette année, il aurait eu 19 ans. Et la position d'une plaque en hommage à Benoît, à côté, sur le bâtiment de l'Institut d'art de thermalisme et l'Université de Bordeaux, l'Académie de Bordeaux, en hommage à Benoît, avec la marche et la plaque. Donc j'envisage d'organiser ça avec le maire de Dax et le commissaire de police de Dax. Et donc ce procès qui doit désormais se tenir dans quelques mois, c'est prévu pour 2017. Est-ce que vous avez une idée d'abord de la date de ce procès? Pour l'instant, on n'a pas la date exacte. On sait que ça sera donc il se déroulera en 2027. Donc, ce que moi j'espère, c'est qu'il soit jugé comme un majeur et qu'il prenne 30 ans incompressibles, puisque ça s'appelle maximal en France, dans le meilleur des cas. Mais au pire des cas, je ne devrais pas le dire, mais de toute manière, au pire des cas, si je tombe sur un magistrat compétent, ça sera comme ça. Ça devrait être comme ça, automatiquement. Et si ce n'est pas le cas, au pire des cas, je dirais qu'à la limite, je n'attends rien de la justice française laxiste et du procès. Vous craignez aujourd'hui que la justice ne soit trop clémente avec l'assassin présumé? Bien sûr, puisque c'est un mineur, donc on va lui trouver des circonstances atténuantes. Et comme tous les malheurs et tous les assassins, les assassinats meurtriers et viols qu'il y a eu ces dernières années, ils s'en sortent toujours bien, les mineurs, surtout principalement les mineurs, parce que 50% des mineurs sont dans ce genre d'assassinats, meurtres et viols. C'est eux qui sont concernés. Et en général, en France, malheureusement, ils sont protégés, plus protégés que les victimes et les familles de victimes. Et on les protège eux, mais nous, par contre, on s'en fiche un peu, on passe après. Et je sais que de toute façon, au pire des cas, il va peut-être prendre 20 ans pour en faire que 10, et moi, ça ne me convient pas du tout. Et la prochaine étape maintenant, ça va être le procès qui est prévu dans quelques mois, prévu pour 2027. Est-ce que d'abord vous avez une idée de la date de la tenue de ce procès? Pour le moment, non. C'est prévu en 2027, mais on ne connaît pas la date exacte. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'envisage, c'est qu'il soit jugé comme un majeur et qu'il ait la peine maximale, c'est-à-dire 30 ans incompressibles. Et je tiens également à dire aussi que si on tombe sur des magistrats sérieux, ça sera le cas. Si ce n'est pas le cas, eh bien que je n'attendrai plus rien de la justice ni du procès. Et effectivement, aussi, je parle de tous les mineurs qui sont impliqués dans les meurtres, viols et assassinats, qu'ils soient jugés comme un majeur et qu'ils aient la peine maximale. C'est vrai qu'on sent cette détermination qui est la vôtre. On a le sentiment que vous allez vous battre finalement jusqu'au bout pour que la justice soit faite dans cette histoire. Quel est aujourd'hui votre état d'esprit? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois? Dans les prochains mois, pour le moment, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la marche blanche et la position de la plaque. Et pour le moment, on n'a aucune info de l'avocat et de la juge. Donc, comme je disais, les victimes sont à l'abandon. Et en fin de compte, on protège beaucoup plus les criminels que les familles de victimes et les victimes. Merci Monsieur Wesley, merci pour votre témoignage. Voilà, propos et témoignages recueillis par Augustin Moriot et Timothée Delem, donc procès attendu en 2027, mais justement on n'a pas encore la date. Et le prochain événement, donc 6 juin, avec l'hommage à Benoît. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Pour faire la transition, peut-être une question d'ailleurs vous abordez à la fin de votre nouveau livre.
Qu'est-ce qui relève du fait divers? Qu'est-ce qui relève du fait de société? Alors, le fait de société, c'est on pourrait dire un rassemblement, une agrégation de faits divers qui portent une signification sociologique, qui disent quelque chose des tendances sociales lourdes. Donc, des faits divers, c'est ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, ça peut être aussi tragique que un meurtre familial, mais qui n'a pas de connotation sociologique forte, ou un accident du quotidien, alors qu'un fait de société, c'est un fait qui, les uns et les autres mis ensemble, portent une signification qui disent quelque chose, je dirais, de l'état du monde, de la décomposition de l'ordre social, des mutations qui touchent une société. Et par ailleurs, avec une portée médiatique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une partie du système médiatique, devant par exemple la réalité de l'insécurité, a tout fait pour... Pendant longtemps, on niait la question de l'insécurité. Le jour où il n'a plus été possible de nier la question de l'insécurité, on a préféré l'égrener en 1000 faits divers pour ne pas avoir justement à méditer sur la signification nouvelle de cette insécurité qui frappait les sociétés occidentales. Que vous inspirent les tirs au dîner des correspondants de la Maison-Blanche? Alors ça, j'excris ça presque dans la même logique. Vous savez, la tentation de la violence est au cœur de chaque société. La pulsion chaotique est au cœur de chaque société. Et toute société construit devant cette violence originelle, ce chaos originel, cherche à construire des digues pour contenir la tentation de la violence et la canaliser dans toute autre série d'autres domaines d'activité sociale, que ce soit l'art, la religion, la politique, l'économie, le sport. Mais de temps en temps, le système institutionnel et symbolique, le système normatif qui permettait de contenir la violence, sans pour autant l'éradiquer, sans l'étouffer une fois pour toutes, parce que ça impliquerait d'étouffer la bête humaine, de temps en temps, ce système de digues, ce système de normes se disloque, s'effondre sous nos yeux, et dès lors, la pulsion chaotique revient dans nos sociétés. Et ce qu'on comprend du discours de celui qui aurait voulu être assassin dans tout cela, ce qu'on comprend, c'est qu'il ne voulait pas seulement s'en prendre au président américain, il voulait s'en prendre à l'ensemble des élites de sa société, avec la volonté presque de jeter sa société dans l'abîme. Et si on lit Roger Caillois, qui est un auteur pour qui j'ai la plus grande estime, Caillois nous dit « Toute société vit toujours avec la possibilité de l'hypnose de l'abîme, l'hypnose du vertige ». C'est-à-dire cette idée qu'on va tout balayer et on va ouvrir les portes des enfers en quelque sorte, parce qu'on a... le désir, en fait, d'abattre tout ce qu'il y a, tout ce qui existe. Et j'ai l'impression, voyant pour ce qu'on sait pour l'instant de la psychologie de ce personnage, j'ai l'impression qu'on était devant une forme de personnage à la recherche du chaos, davantage que devant un idéologue militant. Est-ce que, justement, c'est pas la critique qu'on peut faire face à un certain populisme radical c'est notamment la critique que fait Gianno De Empoli en parlant d'ingénieurs du chaos. Alors, ça dépend. Moi, je ferai une nuance. C'est-à-dire qu'on a aussi, dans nos sociétés, des systèmes institutionnels qui sont aujourd'hui, je ne dirais pas paralysés, mais je dirais qui sont faits pour étouffer la souveraineté populaire. Donc, à l'échelle de l'histoire, on pourrait dire que tout régime politique, tout système est appelé un jour à s'encrasser, à se surcharger d'intérêts, à se couper des profondeurs de la société. Et on pourrait dire que de ce point de vue, même le régime qui s'accorde le plus à nos préférences idéologiques finira un jour par être détestable. Toute caste trop longtemps au pouvoir devra un jour être balayée. Bon. Ensuite, je pense que dans le cas précis du monde occidental aujourd'hui, au-delà de la question des ingénieurs du chaos, ce que l'on voit, on voit des systèmes politiques qui voient des peuples insurgés aujourd'hui parce on leur a fait subir l'expérience de l'immigration massive, parce qu'ils subissent une insécurité qui n'est pas sans lien avec cela, parce qu'ils sont dépossédés souvent économiquement, c'est pas un détail, ils sont dépossédés démocratiquement, assurément, et dès lors cette insurrection populaire qui aurait pu passer, qui peut encore passer par des chemins démocratiques, donc soit par des partis dits populistes qui veulent remplacer une classe politique par une autre, ou plus largement par une volonté de réinvestir démocratiquement les grandes institutions par le référendum et ainsi de suite, là il y a une volonté de bloquer ce peuple insurgé. On cherche à le mater au nom de l'état de droit contre la démocratie. Vous réalisez un livre d'entretien sur votre parcours avec Laurent Dandrieux. Je tiens à signaler que d'ailleurs les questions sont de très haute tenue et donnent au dialogue une hauteur qui rend sa lecture très intéressante et très instructive. Je vous dis ça, franchement, c'est pas pour vous flatter, mais parce que quand j'ai vu arriver le livre, je me suis dit, déjà, un livre d'entretien, c'est toujours... il y en a certains qui sont il y en a peu qui sont réussis et beaucoup qui sont ratés. Et la deuxième chose, je me suis dit, bon, là en plus, il vient d'écrire encore un livre, mais en fait, c'était en 2025, c'était en octobre. Et donc, franchement, sans doute, peut-être que ça sera un peu plus relâché que les précédents. Eh bien, pas du tout. Et ça, c'est grâce à vos réponses, Mathieu Bock-Côté. Et c'est aussi, je tiens à le souligner, grâce aux questions et à l'intelligence de Laurent Dandrieux, à qui vous rendez hommage. J'en viens au titre. Est-ce qu'il faut penser que
tout ira mal pour être de droite? Non, je ne crois pas. Je pense que le point de départ pour la droite, c'est la conscience du péché originel. C'est-à-dire savoir... On n'est pas loin. Oui, mais tout ira mal, mais ce qui ne veut pas dire que l'existence soit malheureuse. C'est-à-dire que je pense que nous le savons à l'échelle de l'histoire, puisque Rome est tombée un jour, toutes les sociétés, tous les États, tous les pays, tous les empires finiront par tomber. Ce que l'homme construit n'a pas vocation à l'immortalité, encore moins à l'éternité. Mais il y a vocation, lorsque l'homme s'investit dans la cité, il souhaite laisser une trace d'immortalité. Il a besoin de l'illusion de l'immortalité pour être capable de faire quelque chose, tout en sachant que dans un siècle, dans 2 siècles, tout sera balayé. Ensuite, donc, une forme de pessimisme à travers cela. Il n'y aura pas de cité parfaite, il n'y aura pas de société parfaite. Le monde dans lequel nous vivons est condamné à nous réduire en poussière. Une fois que c'est dit, l'homme, ça ne rend triste et malheureux tout cela que si on est dans cette idée qu'on voudrait construire la société parfaite sur Terre. Dès lors qu'on sait que c'est pas le cas, dès lors qu'on sait que l'existence est une grâce, dès lors qu'on sait que l'existence est fondamentalement la chance immense de traverser quelques décennies en ce monde avec tous les plaisirs qui sont là, les devoirs, les bonheurs d'amitié, en fait tout ce qui est possible en ce monde, dès lors, ça ne rend pas l'homme de droite malheureux, ça le rend plus lucide, je crois. Pourquoi dites-vous que la droite classique n'a pas su saisir le moment conservateur? Alors ça, on est quelque part au milieu des années 2010, et il y a un véritable renouveau intellectuel conservateur qui est visible chez de nombreux auteurs, à la fois les philosophes les plus installés, je pense à un Pierre Manant par exemple, une nouvelle génération conservatrice qui émerge intellectuellement, on peut penser à Eugénie Bastier par exemple, donc jeunes journalistes, philosophes, des gens qui sont dans une même quête de refondation conservatrice de ce qu'on appellera la droite. Et la droite a pu acheter pendant un temps une rhétorique conservatrice, elle n'en a pas compris le programme. Et ce qu'on a vu, c'est que ce moment de refondation conservatrice était la dernière chance de la droite classique, donc on pourrait appeler le continent LR et tout ce qui tourne autour d'elle. En quoi avez-vous vu qu'elle n'avait pas saisi ce moment conservateur? Parce qu'elle n'a pas compris qu'il ne s'agissait pas simplement de quelques formules vagues sur l'anthropologie des hommes, le sens des limites, l'anthropologie de la finitude. Et je pense qu'une partie de la droite classique voyait dans le conservatisme surtout quelque chose d'un peu ringard, circonstanciellement utile pour se donner un peu de tonus idéologique face à la gauche, mais n'a pas compris ce qu'on pourrait appeler le caractère de fin de cycle d'une certaine modernité aujourd'hui, n'a pas compris jusqu'où devait porter cette réflexion. Puisqu'elle ne l'a pas compris, le résultat, c'est qu'elle a échoué. C'est pour ça que le moment populiste bascule. On bascule du conservatisme au populisme vers une remise en question, non plus simplement de la gouvernance, mais des institutions. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, notre confrère Guillaume Perrault publie un livre qui s'appelle « Conservateur, soyez fiers ». C'est probablement le meilleur ouvrage de l'époque qui captait ce moment conservateur. Et je fais repentance parce que je me moquais de lui en disant que ça soit être le livre le plus punk de l'année. C'était une ironie. Mais effectivement, le livre était très intéressant. Et c'est là où on voit effectivement que la droite, finalement, est écartelée, en tous les cas au niveau de son électorat, entre ceux qui sont attirés et qui vont chez Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour, et de l'autre, ceux qui vont chez Emmanuel Macron. Oui, je pense que... Et vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas eu justement une espèce de réflexion idéologique à ce moment-là? C'est-à-dire que la réflexion n'a pas été menée jusqu'au bout. C'est-à-dire, en dernière instance, la droite, dite conservatrice, n'est jamais parvenue à s'émanciper de l'hégémonie idéologique de la gauche. Au dernier moment, au moment des ruptures fécondes, il y avait plutôt le réflexe de la génuflexion devant le progressisme obligatoire. Et dès lors, le conservatisme ne s'est pas vu comme une philosophie politique à part entière, mais comme une machine à corriger les excès du progressisme. Mais vous ne pensez pas que, par exemple, dans ce qu'a subi François Fillon au moment de la campagne 2017, il y a eu ce tir de barrage par rapport à une tentation conservatrice chez ce candidat qui s'était plutôt présenté comme la gauche de l'UMP quand il s'était présenté face à Jean-François Copé, puis ils se sont croisés finalement. Oui, alors, je pense qu'effectivement... C'est l'inverse. Mais est-ce que, certes, il y a eu l'histoire des costumes, alors il y a eu une lecture qui est une analyse, qui est une hypothèse, certains diront peut-être une forme de complotisme, mais qui ont vu dans les attaques contre Fillon aussi une attaque contre son conservatisme. Oui, sa tentation conservatrice. J'en suis absolument convaincu. C'est-à-dire que les costumes n'ont servi que de prétexte, ça c'est le moins qu'on puisse dire. À travers cela, c'était cette refondation conservatrice qui aboutissait politiquement, qui a été rejetée.
Et dès lors, vous noterez qu'on a traité la défaite. Mais le système a le génie souvent d'expliquer la défaite de ceux qui l'éliminent en mélangeant les causes. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on nous dit il est tombé. Sur le coup, on le fait tomber pour les costumes, et après coup, on nous dit il est tombé à cause de son conservatisme. De la même manière, rappelez-vous pour Zemmour en 2021-22, objectivement, il tombe sur la question ukrainienne, mais parce que la veille de l'Ukraine, il est en position d'être en deuxième place au deuxième tour. Et ensuite, on nous dit en fait, il n'est pas tombé pour l'Ukraine, il est tombé pour tout son programme, sa monomanie identitaire, et ainsi de suite. Donc, on réécrit l'histoire pour ne pas avoir à savoir qu'on était dans le cas de Fillon, une forme de coup de force. Et l'histoire est souvent écrite par des vainqueurs, et en l'occurrence, là, les vainqueurs sont plutôt les anticonservateurs. Oui, sans le moindre doute. Sans le moindre doute. Donc, de quelque côté qu'on se place. Vous êtes... juste, peut-être une question, rapidement, Mathieu, mais vous revenez souvent, et notamment dans vos chroniques sur CNews, sur le fait que la droite, c'est à la fois ceux qui sont fondamentalement de droite et ceux qui sont les moins à gauche. Et c'est la gauche qui définit souvent la droite. Mais est-ce que justement, c'était pas pour ça aussi que la droite LR, pour parler simple, n'a pas su avoir son moment conservateur, parce qu'elle agrège ces deux tendances qui sont peut-être, ne seraient-elles pas finalement de droite irréconciliables ? Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'entendre fondamentalement parce qu'une partie de la droite ne rêve rien tant que d'être réhabilitée par la gauche. Et vous savez, vous connaissez ma formule en la matière, c'est-à-dire que la gauche s'autoproclame gauche et renvoie à droite tous ceux dont elle ne veut pas. Et dès lors, le centre... C'est le logique sinistriste défini par Albert Thibaudet dans les années 30. Oui, bien sûr, mais on n'en est jamais sorti. Et de ce point de vue, on pourrait dire que la gauche nomme centre-droit ceux qui sont globalement d'accord avec elle, mais qui veulent simplement que ça aille plus lentement. Elle nomme droite ceux qui sont en désaccord avec elle, mais qui acceptent de suivre le mouvement parce qu'ils sont dans une espèce d'esprit de troupeau. Et elle nomme... et qui pleurent, ils ont le droit de pleurer. Et elle nomme extrême droite ceux qui s'opposent frontalement à elle, clairement. Alors là, l'extrême droite, c'est ceux qui veulent véritablement combattre la gauche. Il y a plein de questions qu'on voudrait vous poser, mais qu'on ne vous posera pas parce que le temps file, c'est dommage. Il faudrait faire une deuxième émission, ou plus exactement, il faudra lire votre livre. Mais il y a une dimension à côté de laquelle je ne voudrais pas passer, c'est une dimension essentielle dans votre livre, c'est votre combat pour l'indépendance du Québec. C'est passionnant, on apprend notamment que le regain d'identité de francophonie au Québec date des années 60 et qu'il a su précisément concilier la droite et la gauche. Oui, parce que le mouvement national québécois, alors on pourrait dire que dans les années 60, c'est une société qui connaît son propre moment de décolonisation, la Révolution tranquille, avec sa part de complexité. D'un côté, c'est l'émancipation nationale, de l'autre côté, c'est la détraditionnalisation. Mais le mouvement indépendantiste qui se fond, on pourrait dire 57, 60, mais surtout 67, 68, c'est un mouvement qui va rassembler la droite conservatrice, le centre-gauche technocratique, la gauche radicale, quelquefois socialisante, avec cette idée que l'indépendance est plus importante que tout. Et je pense que ça, c'est une forme de leçon québécoise. C'est-à-dire que dans les moments importants de restauration de la souveraineté ou de conquête de l'indépendance, les clivages idéologiques deviennent relativement secondaires. Donc, évidemment, ça implique d'avoir un objectif rapide. C'est-à-dire, dans notre cas, c'était la possibilité imminente de l'indépendance. Nous avons échoué, ensuite on s'est redivisé. Mais aujourd'hui, se reconstruit le mouvement national au Québec aujourd'hui, et il se reconstruit dans un esprit de coalition. Est-ce que, justement, l'indépendance du Québec est inéluctable ou est-elle utopique ? Alors, je ne sais pas si elle est inéluctable, elle est absolument indispensable, elle n'est pas utopique. Mais vous savez, il est toujours possible pour un peuple de perdre, d'échouer. Mais lorsqu'il échoue, il en paie le prix. Lorsqu'un peuple échoue son indépendance, ça brise ses reins, ça brise son ressort identitaire, ça le condamne ensuite à une forme de décomposition folklorique où il devient étranger à lui-même. Il n'existe plus que dans les ruines de son folklore. Donc l'indépendance du Québec, elle est indispensable. Elle n'est pas certaine absolument, mais elle est possible, elle est réalisable et surtout à court terme. Il y aura des élections au Québec en octobre 2026. Il y aura probablement un référendum dans les années qui vont suivre et ce sera le référendum probablement de la dernière chance pour permettre au peuple québécois d'accéder à la pleine indépendance. Quelle est la différence entre les Québécois et les Canadiens français? Alors, c'est un changement de nom. Les Québécois ont souvent changé de nom dans leur histoire. Lorsqu'on arrive en colonie, on est d'abord des Français, au moment de la Nouvelle-France. On devient ensuite des habitants, pour ensuite devenir des Canadiens. Le mot canadien tient jusqu'aux années 1840, 1860, 70 environ. Et ensuite, on devient des Canadiens français. Pourquoi? Parce que les Anglais qui sont arrivés chez nous entre-temps deviennent des Canadians. Donc, on veut se différencier. Les Canadiens deviennent des Canadiens français. Dans les années 1960, les Canadiens français du Québec, c'est le moment de leur affirmation nationale, disent « mais nous sommes pas seulement une partie de quelqu'un d'autre ». Gaston Miron disait « on n'est pas 25% de quelqu'un d'autre, on est un peuple à part entière, le Québec est notre pays, nous sommes des Québécois ». Et dès lors, on s'empare du mot québécois là, sous le signe d'une affirmation identitaire forte. Et aujourd'hui, c'est un terme auquel je tiens, bien qu'on a précisé
Québécois francophones. Pourquoi? Parce que au Québec, il y a une minorité anglaise aussi. Donc, on cherche à marquer la différence identitaire, mais oui, nous sommes Québécois, absolument. De Gaulle est un de vos grands hommes. Bien sûr. Pour le Vive le Québec libre. D'abord, mais pas que. Vous pleurez devant le documentaire. De Carl Leblanc, un documentaire magnifique, Le chemin du roi, qui raconte le 23-24 juillet 67 la visite du général de Gaulle au Québec et la scène du Vive le Québec libre, mais raconter la traversée du chemin du roi, 500 000 Québécois qui sont là pour applaudir le général qui vient, qui marquera la réconciliation franco-québécoise, dira le Vive le Québec libre. C'est un grand moment de notre histoire et de la vôtre. Dernière question, irez-vous à un banquet du canon français? J'en serais très heureux. Hein. Le banquet, ça correspond à mon tempérament. C'est ce qu'on découvre dans Le pessimiste joyeux. Même si vous ne partagez pas les idées de Mathieu Bock-Côté, je vous invite à lire ce dialogue plein d'intelligence, mais aussi d'émotion. On en sort parfois étonné, mais surtout très instruit. C'est brillant, c'est passionnant. Le pessimiste joyeux, c'est aux éditions Fayard. Merci Mathieu Bock-Côté. Merci à vous. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Anne-Emmanuel Isaac.